Un policier raciste frappe un jeune noir à coups de marteau dans une salle d'audience alors qu'il témoigne, ignorant que son père est juge. « Vous avez dessiné ça ?» La question résonna dans la salle d'audience comme un coup de fouet. La voix de l'agent Darren Mace, basse mais tranchante, était si forte qu'elle étouffa même le grincement des bancs en bois. Sa chaise racla le sol ciré lorsqu'il se leva, ignorant la main d'avertissement de son avocat, qui murmura précipitamment un « Asseyez-vous » entre ses dents serrées. Mais Mace ne s'assit pas. Son regard s'étendit à travers la salle d'audience, les yeux rivés sur le garçon de 12 ans debout à la barre des témoins, Keyon Mercer, qui, les mains tremblantes, tendait un carnet de croquis à l'huissier comme une vérité fragile, attendant d'être acceptée ou détruite. Keyon ne dit rien. Il ne bougea pas. Ses doigts se resserrèrent autour du carnet, blanchissant ses jointures. Son cœur battait fort dans sa poitrine, comme s'il cherchait à s'échapper. Le juge, un remplaçant temporaire du juge Brice Mercer, frappa une fois son marteau. « À l'ordre !» L'ordre résonna, mais il arriva trop tard. Le visage de Mace se tordit, non pas de confusion, mais de reconnaissance. Pas le genre de regard qu'on porte sur un inconnu dans la rue, mais celui, plus profond, qui vient à l'esprit, le genre qui fait perdre le contrôle à un homme. Et puis, Mace fit quelque chose d'inattendu. Il se retourna. Il ne retourna pas à son siège. Il ne parla pas à son avocat. Il ne regarda pas le juge. Il se dirigea droit vers le bureau du greffier. « Qu'est-ce qu'il fait ?» aboya l'huissier, en s'avançant déjà. Avant que quiconque puisse réagir, Mace saisit le marteau de cérémonie en bois, le grand et lourd marteau généralement posé au bord du banc du greffier, plus symbolique que fonctionnel. Il n'était pas fait pour être utilisé, et certainement pas pour être brandi sous le coup de la colère. Mace le brandit quand même. « Arrêtez !» hurla quelqu'un. Les yeux de Keyon s'écarquillèrent. Il se figea, incapable de comprendre ce qui se passait, son petit corps figé comme cloué au sol par la peur. Puis, dans un instant d'horreur, Mace bondit. Le marteau s'abattit violemment, frappant Keyon sur le côté de la tête avec un bruit sourd et écœurant. Le son n'était pas aigu, il était sourd, épais, comme du bois heurtant la chair et les os. Un halètement traversa la galerie. Le corps de Keyon s'effondra sur le côté, le carnet de croquis lui glissant des doigts, voltant au sol comme des feuilles d'automne. Sa tête heurta la rambarde en bois du stand en descendant, ajoutant un second choc, plus léger, au silence. Du sang. Un filet rouge foncé coula sur sa tempe, lent et régulier. Le chaos éclata, cris, mouvements. L'huissier sauta par-dessus la cloison. 2 agents de sécurité plaquèrent Mace au sol. Son avocat hurla. Il a perdu la tête. Il a perdu la tête. Les policiers le plaquèrent tout seul, criant les uns sur les autres, tentant de maîtriser un homme autrefois considéré comme la fierté du commissariat. Keyon ne bougea pas. De l'autre côté de la salle d'audience, le carnet de croquis atterrit ouvert, la dernière page tournée vers le haut. Un dessin au crayon détaillé fixait tout le monde. Un arrêt sur image de l'agent Mace avec un garçon plaqué au trottoir, la main crispée sur le col du sweat à capuche de la victime. Les lignes étaient nettes, sincères. L'image n'avait absolument pas pu être truquée. Chaque détail était exact. La courbure du rétroviseur de la voiture de patrouille, la poubelle sur le trottoir, l'angle de l'ombre de Mace. Un médecin entra en courant. Derrière une vitre sans teint, à l'abri des regards, le juge Brice Mercer appuyait les 2 mains contre le mur, le souffle court. Il avait observé chaque seconde. Son visage était pâle. Sa mâchoire était serrée. Son fils venait d'être frappé, dans sa salle d'audience, lors d'un témoignage censé mettre fin à la violence. Personne ne savait. Personne dans la salle ne réalisa que le garçon qui saignait près de la barre des témoins était le fils de l'homme qui s'était battu pour préserver son anonymat. Le pouls de Brice bourdonnait dans ses oreilles. Sa vision se brouillait. Il avait passé des semaines à préparer chaque étape de cette affaire pour éviter la corruption, les menaces et le spectacle public. Il n'aurait jamais imaginé une chose pareille. Il n'aurait jamais cru que Mace reconnaîtrait
pénétrer Keon. Pourtant, il l'avait fait, et il avait réagi comme un prédateur acculé au pied du mur. « Allez au secours de ce garçon !» cria le juge assis sur le banc, en se levant, sa robe ondulante. Il avait perdu le contrôle de la salle d'audience, et tout le monde le savait. Les médecins encerclèrent Keon, le hissant délicatement sur une civière. L'un prit son pouls, un autre essuya délicatement le sang sur son visage. « Monsieur, ce garçon, il est à vous, n'est-ce pas ?» Brice le regarda, mais ne dit rien. La réponse flottait dans l'air, évidente et pesante. À l'intérieur de l'ambulance, les ambulanciers travaillaient dans un quasi-silence, ne parlant que par phrases rapides et codées. Tension artérielle stable. Léger gonflement du côté droit. Aucun signe d'hémorragie interne. Brice suivait dans une voiture banalisée fournie par la sécurité du palais de justice. Il ne parla pas pendant le trajet. Il ne consulta pas son téléphone. Il regarda par la fenêtre, la mâchoire si serrée qu'elle semblait fermée. Ses pensées étaient un mélange confus de colère, de honte et de quelque chose de plus froid. La détermination. Celle qui ne venait pas du devoir, mais du fait d'être un père, regardant son fils souffrir dans un lieu censé le protéger. À l'hôpital général du comté, Keon fut d'urgence placé en observation. Un petit groupe de journalistes s'était déjà rassemblé devant l'entrée des urgences, mais aucun d'entre eux ne reconnut Brice dans son pardessus gris foncé sans son badge judiciaire. Il entra par le couloir latéral, ignorant tout regard. À l'intérieur, derrière une cloison vitrée, il observa les médecins examiner son fils. « Légère commotion », murmura un médecin en tapotant le dossier de Keon. « Fracture capillaire le long de l'os pariétal. Il faudra surveiller l'état de Keon pendant les 48 prochaines heures, mais aucun signe d'hémorragie. » Un autre hocha la tête. « Il a de la chance. Un peu plus de force et... » Ils ne finirent pas leur phrase. La main de Brice agrippa le bord de la cloison. Les muscles de son bras se contractèrent, mais il resta silencieux, maîtrisé, froid. L'image du tribunal se repassa en boucle dans son esprit, le bras de Mace qui s'abaissait, le craquement du bois, la tête de Keon qui basculait brusquement. Il ne l'oublierait jamais. À la tombée de la nuit, la vidéo était devenue virale. Personne ne l'avait vu venir. Un stagiaire parajuriste du nom de Theo March, âgé d'à peine 20 ans et nouveau venu au tribunal, portait une caméra corporelle pour prendre des notes. C'était le protocole pour les stagiaires lors d'audiences sensibles. Mais, pris de panique après l'agression, il s'était empressé de sauvegarder les images dans un dossier partagé sur le cloud. Il ne s'était pas rendu compte que le fichier était public. En quelques minutes, quelqu'un avait accédé à la vidéo, puis un autre, puis des milliers. À 21h47, le titre « Un policier frappe un enfant au tribunal » était devenu une tendance sur 3 grandes chaînes d'information. Brice était assis à côté du lit d'hôpital de Keon, le garçon endormi sous une lumière tamisée. Il remarqua à peine la sonnerie de son téléphone, encore et encore, d'abord de la part de collègues, puis de fonctionnaires du tribunal, puis de numéros inconnus. Il retourna le téléphone, face cachée. Le mal était fait. Les gros titres inondaient les fils d'actualité. Un agent décoré agresse un enfant témoin. La victime s'avère être le fils du juge. Des images du tribunal soulèvent des questions de corruption et de couverture. Et puis, les conséquences sont arrivées. L'agent Darren Mace a été suspendu sans solde dans l'attente d'une enquête criminelle complète. Dans les 24 heures, il a été formellement inculpé d'agression, d'entrave à la justice et de falsification de procédures judiciaires. Son avocat a tenu une brève conférence de presse devant le palais de justice. Mon client a réagi avec émotion à ce qu'il a considéré comme un témoignage truqué, a déclaré l'avocat. Nous demandons au public de faire preuve de patience pendant cette procédure. Mais la patience du public était déjà à bout. Malheureusement, toutes les voix n'étaient pas du côté de Keon. Les commentaires ont inondé les réseaux sociaux de théories. Certains ont affirmé que toute la scène était mise en scène. D'autres ont soutenu que Keon avait provoqué l'agent, qualifiant le carnet de croquis d'arme de manipulation.
Quelques animateurs de podcast connus ont même suggéré que le juge Mercer avait placé son fils dans la salle d'audience pour piéger Mace. Dès le lendemain matin, des menaces anonymes ont commencé à arriver dans la boîte de réception de Brice. L'un d'eux disait « Si vous ne pouvez pas contrôler votre fils, quelqu'un d'autre le fera. Un autre, conservez votre faux procès. Nous n'y croyons pas. » La sécurité du tribunal a examiné chaque message, mais le volume était écrasant. Keon a dû être transféré dans une aile privée sous une fausse identité. Brice l'a retiré de l'école pour une durée indéterminée et a transféré toute la correspondance officielle à un cabinet d'avocats sécurisé. Le juge Mercer, après avoir parlé avec le chef de cabinet, s'est retiré de toutes les affaires en cours. « C'est temporaire », lui a assuré le chef. « Vous reviendrez une fois la situation passée. » Brice n'y croyait pas. Il était assis à sa table de cuisine le soir suivant la sortie de Keon. Une seule lampe projetant une lueur jaune sur un ordinateur portable ouvert et 2 chemises en papier craft. La maison était silencieuse, à l'exception des craquements occasionnels du radiateur. Keon dormait à l'étage, ses bandages encore sur la tête, son carnet de croquis sous clé. Il ne s'agissait plus d'images publiques. Il ne s'agissait même plus de justice au sens habituel du terme. Brice ouvrit une nouvelle fenêtre de navigateur et tapa le nom « Agent Darren Mace », antécédent disciplinaire. La plupart des documents étaient scellés, mais il y avait accès. Discrètement en privé, Brice commença à fouiller. Tout commença par l'historique des mutations de Mace. 5 commissariats en 8 ans, inhabituel pour quelqu'un avec des félicitations. Puis vinrent les plaintes, des rapports civils étiquetés non concluants. Des rapports d'incidents marqués, classés pour manque de preuves. Brice lut chaque ligne, plus froidement que la précédente. Un rapport se détacha. Un garçon de 17 ans nommé Ellis Grant. Détention injustifiée. Blessure légère. Aucune inculpation. Dossier classé en 48 heures. L'agent chargé de l'affaire, D. Mace. Brice prit des notes. Il sortit de vieux dossiers judiciaires. Aucune audience officielle n'eut lieu. Aucune couverture médiatique. Le nom du garçon n'apparut plus. Il continua sa lecture. Plus il creusait, plus le schéma devenait clair. Jeunes hommes noirs, accusations mineures ou aucune, toutes les affaires résolues discrètement, sans laisser de traces écrites. Ce n'était pas seulement de la négligence, c'était un silence stratégique, et quelqu'un avait veillé à ce que cela reste ainsi. Mais plus maintenant. Brice se laissa aller au dossier, le regard lourd. Pendant des années, il avait suivi la loi à la lettre, persuadé que son application serait suffisante. Mais maintenant, il voyait les failles, non seulement dans le système, mais aussi en lui-même. Il lui avait fait confiance pour protéger son fils. Il avait échoué. Il regarda le dossier à côté de lui, le dossier personnel de Mace, à moitié expurgé. Il la referma. Ce dossier ne serait pas examiné en interne. Ce dossier ne serait pas transmis à une autre commission. Il allait être traité, prudemment, discrètement, complètement. Brice se leva et éteignit la lampe. À l'étage, Keon remua, mais ne se réveilla pas. Et tandis que Brice se dirigeait vers l'escalier, une pensée résonna dans son esprit comme un battement de tambour. Il n'allait pas laisser le traumatisme de son fils devenir un sujet de discussion. Discrètement, il commença à enquêter sur le passé de Mace. Personnellement, minutieusement, et avec une discrétion que même les autorités fédérales lui envieraient. Brice Mercer fixait l'écran de son bureau, faiblement éclairé, les yeux plissés, chaque muscle de son corps tendu. Dossier après dossier s'ouvrait en clignotant. Vieux dossiers disciplinaires, rapports de plainte, enregistrements de surveillance granuleux extraits des archives du tribunal. À première vue, le dossier de l'agent Darren Mace semblait impeccable, presque admirable. Mais lorsque Brice a contourné la base de données publiques et est entré dans le réseau judiciaire scellé en utilisant des identifiants réservés aux juges en exercice, la vérité a commencé à filtrer. 5 plaintes, 5 jeunes garçons noirs, 5 affaires, toutes marquées comme résolues, classées sans suite ou manque de preuves.
Mais ce n'était pas ce qui faisait serrer la mâchoire de Brice, mais les incohérences. Des déclarations de témoins manquantes, des signatures dactylographiées qui ne correspondaient pas aux originaux scannés, des sections entières d'enregistrements audio commodément étiquetés, corrompus. Et un rapport, le plus ancien, avait été entièrement supprimé. Brice ne l'avait trouvé que parce que le numéro d'identification de l'incident était passé de 3430 et 1 à 3433, sans 3432 en vue. Il prit un stylo et souligna le nom en haut de 3 dossiers différents. Travis Greer, agent chargé de l'examen des affaires internes. Ce nom réveilla quelque chose au fond de sa mémoire. Familier. Brice se leva, attrapa son manteau et son téléphone, et composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. La sonnerie retentit 3 fois avant qu'une voix rauque ne réponde. « Lévi. » Brice ne perdit pas de temps. « C'est Bryce Mercer. J'ai besoin de parler. » Il y eut un silence. « Je ne pensais plus avoir de tes nouvelles. »« C'est à propos de Mace, » dit Brice. « Je sais que tu as travaillé avec lui. » Lévi expira. « Je suis sorti de ce commissariat pour une raison. Tu achètes à déjeuner ? » Déjà devant chez toi. Quelques minutes plus tard, ils étaient assis dans un box d'angle d'un restaurant presque vide, à la sortie de Fairwind. Lévi était plus âgé maintenant, son badge d'adjoint avait disparu depuis longtemps, mais les rides de son visage trahissaient des histoires que Brice ne pouvait que deviner. Il remuait lentement son café, observant Brice d'un œil attentif. « Tu veux une confirmation ?» dit Lévi. « Je te la donne. » Mace avait toujours quelqu'un pour le protéger. Les affaires internes, la sécurité du tribunal, quelques hauts gradés à l'époque. Ils n'appelèrent pas ça de la protection, mais de la préservation. On ne ruine pas le dossier d'un brave homme pour des incidents mineurs. C'est ce qu'il disait. Des incidents mineurs, répéta Brice avec amertume. Lévi hocha la tête. Il a été averti plus d'une fois, mais quelqu'un effaçait toujours le dossier. Il y a même eu une vidéo d'une caméra embarquée, claire comme le jour, montrant Mace projeter un enfant dans une voiture de patrouille pour avoir râlé. Le lendemain, la vidéo avait disparu. Le service informatique prétendait qu'elle avait été effacée lors des mises à jour du système. L'expression de Brice ne changea pas, mais ses doigts tapotèrent lentement la table. Qui a eu accès à ces images? Lévi hésita. Travis Greer a signé le rapport de divulgation. Il était responsable de l'enquête interne à l'époque. Il a été affecté à la sécurité du palais de justice 2 ans plus tard. Brice se pencha légèrement en arrière. Je connais ce nom. Ils étaient proches, des frères d'académie. Ils se sont couverts l'un l'autre tout du long. Brice ne resta pas longtemps après cela. Il remercia Lévi, paya l'addition et rentra chez lui. Une tempête montait dans sa poitrine, non pas de rage, mais de clarté. C'était plus grave qu'une simple agression au tribunal. C'était un réseau de faveurs discrètes, de dossiers enfouis et de mensonges protecteurs. Et Keon avait été pris entre 2 feux. De retour chez lui, Keon était resté silencieux presque toute la journée. La récupération fut lente, tant physique qu'émotionnelle. Son carnet de croquis resta intact dans un coin de sa chambre. Mais ce soir-là, juste après le dîner, le garçon leva enfin les yeux et demanda doucement « Puis-je redessiner ?» Brice se figea. Sa main s'arrêta au-dessus de l'évier. Puis il hocha la tête. Keon emporta le carnet de croquis dans le salon et se blottit sous une couverture. Il ne demanda ni musique ni télévision. Il ouvrit simplement une page blanche et commença à esquisser, des lignes lentes et réfléchies, guidées par la mémoire plus que par la vue. Brice observa de loin. Pendant l'heure qui suivit, Keon dessina ce dont il se souvenait de la salle d'audience. Pas seulement Mace, mais les personnes qui l'entouraient, les huissiers, le juge provisoire et même les journalistes. Il recréa la disposition avec un détail surprenant. Les angles des bancs, les hautes fenêtres projetant des ombres l'après-midi, la position de chaque personnage. Et puis, sur une page en particulier, Keon ajouta quelque chose de nouveau. Un homme, dans le coin le plus éloigné, derrière la galerie, en civil,
observant, une main levée, 2 doigts tapotant le bord de la balustrade. Brice s'avança. « Qui est-ce » demanda-t-il doucement en désignant la silhouette. Keon haussa les épaules. Il faisait un geste bizarre de la main, comme un signal, juste avant que l'agent ne se lève. Brice fixa le visage, la ligne des cheveux, la mâchoire carrée, la moustache. Son sang se glaça. Travis Greer. Il ne figurait pas sur la feuille de présence officielle. Il n'était pas répertorié comme agent de sécurité ce jour-là. Pourtant, il était là, dans la salle d'audience, faisant signe à Mace quelques instants avant l'attaque. Brice scanna l'image et la retoucha numériquement, la comparant à la photo d'identité de Greer trouvée dans la base de données du tribunal. La correspondance était parfaite. Il ne dormit pas de la nuit. Au lieu de cela, il rassembla tous les fichiers dont il disposait, rapports imprimés, clés USB, sauvegarde des journaux de sécurité, et en fit des copies. Mais cette fois, il ne s'adressa pas aux médias. Il contacta un homme avec qui il s'était déjà disputé au tribunal, le juge à la retraite Nolan Rusk. Connu pour ses attaques contre les institutions corrompues, Rusk était direct, intrépide, et déjà mis à l'index de la plupart des cercles politiques. Mais il conservait son influence. Brice envoya le colis sous un faux nom, par coursier privé. 2 jours plus tard, Rusk déposa une requête pour une audience de contrôle d'urgence. Les accusations, faute systémique, obstruction coordonnée et complot visant à supprimer des preuves dans plusieurs affaires impliquant l'agent Darren Mace et son personnel. Le monde juridique explosa. Mais le coup de théâtre survint. Le lendemain du dépôt de la requête, Travis Greer disparut. Pas de démission, pas de message, pas de trace. Son appartement était vide, sa carte d'accès au tribunal désactivée, sa voiture abandonnée près de la sortie de la ville. Brice, debout dans son bureau, lisait le rapport de police. Aucune trace d'effraction. Tous ses effets personnels ont disparu. Pas d'adresse de réexpédition. Quelque chose clochait. Cet après-midi-là, une enveloppe est arrivée par coursier. Pas d'adresse de retour, pas d'inscription. À l'intérieur se trouvait une clé USB. Brice l'a insérée dans un ordinateur portable sécurisé. Un fichier, une vidéo. Le visage de Greer remplissait l'écran, filmé dans ce qui ressemblait à une chambre d'hôtel. Il parle rapidement, le regard fuyant. « Je m'appelle le lieutenant Travis Greer. Si vous regardez ça, je suis parti. Peu importe ce qu'ils disent, je ne fuis pas. Je survis. J'ai participé à quelque chose que je n'ai pas commencé, mais j'ai contribué à le maintenir en vie. J'ai enterré des plaintes. J'ai falsifié des fichiers. J'ai supprimé des images. » Il marqua une pause, respirant bruyamment. Mais le jour du procès, ça n'était pas censé aller aussi loin. Mace n'était pas censé frapper le gamin, juste lui faire peur, le perturber suffisamment pour ruiner le témoignage. C'était le plan. Mais ensuite, sa voix se brisa. Il l'a reconnu. Il a vu que le garçon était le fils du juge Mercer. Et il a pété les plombs. J'ai essayé de l'en empêcher, je le jure. Il regarda hors champ. Ils ne me laisseront pas parler. Pas avec ce que je sais. Alors voici mes aveux. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait, mais quelqu'un doit finir ce que le juge Mercer a commencé. La vidéo s'interrompit. Brice se rassit sur sa chaise, le cœur battant. Son intuition était juste depuis le début, c'était un piège, une tentative concertée pour faire taire un témoin. Mais quand Mace vit la vérité, quand il comprit qui était Keon, il craqua. Mace était censé intimider le témoin, pas lui faire du mal. Mais lorsque Mace reconnut le garçon comme étant le fils de Brice Mercer, il craqua. 3 mois plus tard, la salle d'audience n'avait plus le même aspect. Les bancs avaient été démontés et remplacés. Le pupitre du juge était doté d'une nouvelle paroi vitrée renforcée. Les entrées étaient sécurisées par des scanners biométriques. Des caméras étaient désormais alignées aux angles de chaque salle, non pas pour intimider, mais pour responsabiliser. La plaque signalétique au-dessus de l'entrée de la salle d'audience B avait été entièrement retirée. À sa place était accrochée une plaque de bronze gravée de 12 mots simples. « La justice n'est pas bruyante.
Parfois, c'est un murmure entre la vérité et le silence. Le juge Bryce Mercer se tenait au fond de la salle, vêtu non pas de sa robe habituelle, mais d'un costume bleu marine ajusté et d'un insigne fédéral accroché à sa poche intérieure. Il n'était pas là pour statuer, il était là pour conseiller. Nommé à l'unanimité par un vote d'urgence du conseil régional, Bryce était revenu non pas comme l'homme qui présidait autrefois silencieusement depuis son siège, mais comme la voix derrière une réforme radicale des tribunaux pour mineurs. Ses recommandations n'étaient plus des suggestions, c'étaient des cadres adoptés. Et derrière chaque nouvelle politique, chaque ligne sur la sécurité, la dignité et la transparence, se cachait le souvenir d'un instant. L'instant où son fils a été abattu dans cette même pièce. Brice ajusta sa manchette et se dirigea tranquillement vers le box des témoins, passant sa main le long de la nouvelle rampe. Elle avait été abaissée, repensée pour être accessible. Il jeta un coup d'œil au siège de la tribune, chacun désormais plus espacé, offrant une meilleure visibilité. Tout avait été reconstruit, mais pas la mémoire. À l'étage, le district organisait un séminaire pour les éducateurs et les défenseurs des droits des mineurs. Parmi les diapositives à l'écran, une image en noir et blanc entièrement dessinée au crayon, 2 mains posées sur une rampe en bois, les doigts crispés par la tension. Une légende en dessous disait « Keon Mercer, 12 ans, à la barre ». Keon avait parcouru un long chemin. Il n'était pas retourné à l'école, du moins pas encore. Sa guérison émotionnelle était encore en cours. Certaines nuits, il se réveillait encore en s'emparant de son carnet de croquis comme d'un bouclier. Mais lorsque l'art-thérapie a commencé, quelque chose a basculé. Il s'est remis à dessiner, non pas pour capturer la douleur, mais pour la traiter. Cet automne-là, Keon a discrètement publié une bande dessinée de 30 pages, imprimée et reliée par une fondation locale. Son titre était clair. « Un marteau ». L'histoire suivait un garçon qui entrait dans une salle d'audience pour dire la vérité et se retrouvait à l'hôpital. Mais plus que cela, elle racontait ce qui s'est passé ensuite. Comment un système pouvait s'endormir au volant et comment un murmure, un croquis et un simple acte de courage pouvaient le réveiller. Des exemplaires de One Hammer ont été distribués dans les écoles, les centres d'accueil pour mineurs et même dans les programmes de formation des juges. En quelques semaines, il est devenu la pièce maîtresse d'une campagne nationale de lutte contre le harcèlement et de protection des témoins. Et bien que Keon n'ait jamais accordé d'interview ni participé à une conférence de presse, son travail était plus éloquent que ses paroles. Brice en gardait un exemplaire dans la poche de son manteau. À chaque réunion, à chaque vote du conseil, il l'emportait avec lui. Le procès de l'agent Mace n'avait duré que 6 heures. Jugé devant un tribunal fédéral, sous les projecteurs, avec des témoins tels que Brice, le personnel médical et les auxiliaires de justice, le verdict a été rapide et sévère. L'avocat de Mace a tenté de présenter un récit d'effondrement émotionnel, de stress et de confusion. Mais les images vidéo, la conspiration révélée et le témoignage du juge à la retraite Nolan Rusk ont enterré toute défense. Le jury a eu besoin de moins d'une demi-journée. Coupable. Plusieurs chefs d'accusation. Agression, intimidation de témoins, complot en vue d'entraver la justice. Condamné à 14 ans de prison fédérale. Le silence régnait dans la salle d'audience à la lecture du verdict. Mace ne parlait pas. Son regard scrutait les visages, à la recherche d'une sympathie qui ne venait jamais. Tandis que les gardes l'escortaient hors de la salle, il se tourna une fois vers le premier rang, mais Brice n'était pas là. Il avait choisi de ne pas assister à l'audience. Regarder la justice se faire entendre n'était plus sa préoccupation. La disparition de Greer, cependant, n'avait jamais été élucidée. Ses aveux avaient révélé l'affaire. Ils avaient conduit au licenciement de 5 officiers supérieurs, de 2 enquêteurs des affaires internes et à une enquête éthique couvrant 3 comtés. Pourtant, Greer lui-même avait tout simplement disparu. Son badge avait été révoqué, son nom rayé de tous les rangs officiels.
La justice l'avait déclaré fugitif, mais la rue avait son propre mot pour le désigner. Fantôme. Brice ne le poursuivit pas. Il n'en avait pas besoin. Certaines vérités résonnent plus fort en l'absence qu'en présence. Alors que Brice se tenait de nouveau dans la salle d'audience où son fils était tombé, il expira lentement. Un jeune stagiaire passa devant lui et s'arrêta. « Monsieur » demanda le garçon. « Voulez-vous que je prépare la salle de conférence » Brice hocha doucement la tête. « Oui, et assurez-vous qu'ils aient tous les ébauches révisées. » Le stagiaire disparut au coin de la rue. Brice jeta un dernier coup d'œil à la plaque murale. La lumière illuminait son bord, projetant un faible reflet sur le sol ciré. Il le revoyait encore parfois, l'instant figé dans sa mémoire. Kéon à la barre, le bras levé, le marteau s'abattant comme un jugement devenu fou. Et le bruit qui suivit, le silence écœurant d'un lieu destiné au droit s'effondrant dans la peur. Ce moment ne le quitterait jamais. Il ne le voulait pas. Parce qu'il lui rappelait la question qu'il posait désormais avant chaque affaire. Une question qu'il rendait obligatoire dans chaque exposé au tribunal, dans chaque projet de politique et dans chaque document de formation envoyé aux nouveaux juges à travers le pays. Qui protège l'enfant dans cette pièce? Il n'avait pas besoin d'applaudissements. Il n'en voulait pas. Il voulait seulement du changement. Et dans cette salle d'audience, reconstruite avec soin, détermination et un souvenir douloureux, il l'avait enfin trouvée. Et c'est ainsi qu'une salle d'audience destinée au droit est devenue le lieu où la justice devait être reconstruite, de fond en comble.